Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Ce lundi 7 juin 2021, on va commencer avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce soir du Burkina Faso et nous évoquons cette attaque terroriste qui a touché la localité de Solane, durement touchée donc par cette attaque terroriste. Au moins 160 civils ont été tués en quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche lors de deux attaques dans le nord du Burkina, dont l'une a fait plus de 100 morts. C'est dans la zone dite des trois frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger que l'attaque a été perpétrée par un groupe djihadiste présumé lié à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique. Nous sommes avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste, pour en parler. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, qu'est-ce qui peut expliquer cette attaque d'une si rare violence et ampleur? Il ne faut pas chercher une explication à une telle attaque. Il faut plutôt dénoncer cette barbarie abjecte de la part de personnes dont je ne sais plus par quel vocabulaire on va pouvoir les qualifier, parce que c'est comme si même nos dictionnaires n'ont pas de mots pour qualifier ce que ces gens-là sont en train de faire. Je crois qu'il n'y a aucune explication à chercher. Comment des gens armés peuvent venir trouver des populations qui ne sont pas du tout armées? Des gens qui se battent pour trouver leur pain quotidien. Parce que n'oubliez pas qu'on est à pratiquement l'extrême nord du Burkina. Si vous regardez ce qui se passe dans nos pays de façon générale, ces zones éloignées sont des zones oubliées. Pour ce qui concerne eau courante, éducation, santé, etc. C'est-à-dire des populations qui se débrouillent pour vivre par elles-mêmes, qui devraient plutôt même se lever et faire des réclamations par rapport à l'État en disant à l'État, nous faisons partie de ce pays. On s'en prend à ces populations, pourquoi? Je crois que c'est plutôt ces criminels qui doivent nous dire pourquoi ils se prennent et ils s'en prennent plutôt à ces populations qui ne leur ont absolument rien fait. Cette façon de dire, il y a les soldats, j'allais dire les supplétifs qu'on a recrutés, ça ne tient pas la route. C'est des gens qu'on a formés pendant 15 jours. On ne peut pas considérer ces gens comme des militaires. Et même si l'État ne l'avait pas fait, certains villages avaient commencé à demander à leurs jeunes de prendre des armes, de défendre leur dignité, de défendre les biens du village, de défendre les vies du village. C'est dangereux, mais quand on en arrive à un moment où ceux qui devaient vous protéger ne vous protègent plus, les populations sont obligées de s'organiser pour pouvoir se protéger. Il n'y a vraiment aucune raison. Généralement, quand ils le font, le but, c'est de faire partir les populations. Ça leur permet d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent circuler sans pour autant risquer ce qu'on appelle l'information humaine. C'est-à-dire que quelqu'un puisse dire à la police, ils sont passés par ici, ils se sont casés par là. Et c'est ce qu'ils essayent de faire dans cette zone des trois frontières. Vous regardez, c'est les mêmes massacres qu'on fait au Mali, au Niger, au Burkina, avec le même objectif, faire partir les populations pour en faire une sorte de no man's land, où ils vont pouvoir se mouvoir comme ils le veulent, puisque nos armées ne sont pas installées dans ces zones-là en réalité. Le chef de file de l'opposition burkinabé, Edi Komboigo, dit qu'il tient le pouvoir pour responsable de ce qui s'est passé parce que pour lui, le pouvoir burkinabé n'a aucune capacité d'anticipation. Je trouve que c'est exagéré. Le problème n'est pas un problème de capacité d'anticipation. Je ne vois pas comment le pouvoir burkinabé aurait pu anticiper sur une telle chose. Maintenant, ça ne dédouane pas le pouvoir parce qu'il faut qu'on soit clair. Quand tu es président de la République, tu es responsable de la sécurité des biens et des personnes. Ça, il est clair que le président a sa part de responsabilité et je crois qu'il l'a compris. Il a pris la parole de façon solennelle et décrété un deuil national de 72 heures. Ça ne suffit certes pas. Bon, Komboigo est dans son rôle en tant que chef de file de l'opposition. Je ne vois pas comment on pouvait anticiper. On peut peut-être discuter la stratégie. Parce que ce qui se passe dans cette zone, c'est qu'aussi bien au Mali, au Niger qu'au Burkina, curieusement, tous ces pays ont utilisé la même stratégie. Il y avait parfois des postes avancés de l'armée, des forces de défense et de sécurité. Quand ces postes ont commencé par être attaqués par ces terroristes, ils ont préféré retirer ces gens, quitter ces postes, les regrouper dans des camps, comme ils disaient. C'est une stratégie de mettre un plus grand nombre de personnes quelque part. Et s'il y a attaque, ils interviennent. Mais ça n'a marché dans aucun de ces trois pays. Là, oui, il y a responsabilité de l'État. Parce que c'est comme si on a laissé ces populations
à la merci de ces criminels, au lieu de pouvoir laisser des postes avancés qui puissent au moins tenir ces gens, même s'ils n'ont pas une force de frappe sur le plan artillerie très forte, qu'ils puissent les tenir, donner l'alerte, le temps au moins que les secours interviennent. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans ces zones, s'il y a des militaires, ils sont de passage. Ils ne sont pas installés dans ces zones. Et bien sûr, ces criminels qui sont là-bas, qui vivent avec les populations, savent à quel moment ils sont en train de faire leur tournée, savent à quel moment ils ne sont pas là. Quand ils veulent poser des actes criminels comme cela, quand ils choisissent leur moment, vous voyez ce qu'ils ont fait. Vous mettez à massacrer des gens pratiquement pendant toute une nuit, avant que les renforts n'arrivent au petit matin. Mais on a vu le résultat. Ça fait pratiquement plus de 160 personnes qui ont été tuées. Alors, vous avez évoqué tout de suite le retard justement des renforts. L'armée a mis beaucoup de temps pour arriver. Qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi l'armée est aussi loin? Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans cette zone, cet espace qu'on appelle espace des trois frontières, les terroristes sont en train de vouloir le prendre à ces trois pays. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas au courant. Le minimum, c'est que chacun de ces pays mette une partie de son armée au niveau de cette zone des trois frontières. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas au courant. Pourquoi on ne met pas les militaires de façon proche de cette zone pour pouvoir affronter ces gens? Je ne suis pas un partisan de la solution totalement militaire, mais on ne peut pas laisser également ces terroristes venir tuer des populations qui ne sont pas armées, qui ne sont pas intéressées par leur projet de société s'ils en ont, qui ne sont pas là-bas pour défendre le pouvoir en place. C'est des gens qui se débrouillent pour survivre. Et ils le font à la sueur de leur front, sans le soutien de personne. Mais pourquoi vouloir attaquer ces populations-là si ce n'est pas pour vouloir récupérer cette zone et en faire un espace qu'ils vont pouvoir gérer? Et on le voit, quand ils attaquent, la première chose que les populations font, c'est de prendre leurs affaires et de quitter les lieux, ce qui certainement est un de leurs objectifs. Je crois que le vrai problème se trouve là. Pourquoi ces trois pays, sachant très bien que cette zone est une zone qui intéresse parfaitement ces terroristes-là aujourd'hui, on peut le prouver à travers toutes les attaques qu'ils ont fait sur ces trois zones, mais pourquoi on n'a pas installé une garnison commune? Pourquoi on n'a pas mis là-bas le G5 Sahel? Pourquoi la MINUSMA n'est pas allé s'installer dans cette zone? Pourquoi la zone est aussi libre pour qu'on puisse commettre un tel massacre pendant toute une nuit? Il n'y a aucune possibilité de réagir sur le plan aérien, sur le plan terrestre, ça se comprend. Pour ceux qui connaissent la zone, s'il faut prendre les véhicules pour aller, ça va prendre énormément de temps pour que les garnisons arrivent, sans compter que, avec l'expérience, quand on appelle les gens en renfort, quand ils viennent, ils ont peur. Puisqu'au Burkina, l'expérience a été faite à l'est, au niveau de la zone de Pama. Quand ils ont attaqué, quand le renfort a quitté Fada pour venir à Pama, ils se sont organisés pour aller attaquer sous forme de guet-apens ce renfort qui quittait Fada pour venir à Pama pour secourir les gens. Donc tout ça fait que quand les militaires viennent, ce n'est pas à la vitesse, c'est en se posant des questions sur on va les attaquer, c'est en se posant des questions sur est-ce que le chemin n'a pas été miné, etc. Mais c'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit dans une logique d'attendre qu'on tue 160 personnes pour venir intervenir, mais il faut qu'on soit dans une logique de positionnement là où ces gens-là risquent d'intervenir pour que quand ils tirent, qu'il puisse y avoir un feu en face qui réponde et de préférence même qui répondent avec l'ampleur qu'il faut pour décourager ces criminels. Il y a donc manifestement une volonté de la part de ces terroristes de créer un no man's land dans cette zone des trois frontières. C'est quoi? C'est une zone qui a des minerais. Pourquoi veulent-ils prendre cette zone? Il y a plein de choses. Il y a du bétail, il y a le commerce qui traverse les frontières. Dans cette zone du Burkina où on a tué les gens, il y a de l'or. Il y a de l'orpaillage qui se fait dans c'est la province du Yaga. Il y a de l'orpaillage qui se fait là-bas de façon artisanale. D'ailleurs, même le responsable de la région a signé un décret le dimanche, d'ailleurs, c'est le dimanche qu'il l'a signé, pour interdire tout ce qui est exploitation d'or au niveau de la zone jusqu'à nouvel ordre. Et comme on le sait, ces groupes terroristes se nourrissent également à partir de ça. Ils prennent des taxes sur les bétails, et ceux qui prennent les taxes même sont gentils. Généralement, quand ils viennent, ils raflent le bétail des populations. Ils font la même chose avec l'or, ils font la même chose avec le commerce qui se passe, le commerce officiel. Ils font la même chose également avec la contrebande, où ils protègent les gens qui font la contrebande, et ce sont ces gens qui les fournissent en carburant, en moto, parce qu'on les voit tout le temps circuler en moto, ce n'est pas eux qui partent sur le marché pour l'acheter. Donc, en fait,
en créant ces zones de non-droit, ils ont la possibilité de faire fonctionner leur structure. Si on a fait une zone de droit normale, où quand tu achètes une moto, on doit savoir qui achète la moto, identifier la personne et tout, ça ne les arrange pas. Donc c'est pourquoi quand ils viennent, c'est ce qu'ils font. Et de façon générale, ils ne peuvent être à l'aise que dans une zone où on ne parle plus de droit, parce que ce qu'ils font, il n'y a rien qui ressemble au droit pratiquement. Alors, le président burkinabé, dans son message, dit que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes. Moi, j'ai aussi envie de savoir, ces terroristes, on les dit toujours terroristes, mais qui, quel groupe agit dans cette partie? Pour ce qui concerne le Burkina, il y a un énorme problème. C'est un peu l'exemple du Niger, et de façon encore plus compliquée. J'avais donné ici l'exemple du président actuel du Niger qui avait essayé de prendre contact avec l'IGS quand ils intervenaient sur le Niger. Quand il a envoyé ses émissaires, on lui a dit le Niger ne nous intéresse pas. C'est le Mali qui nous intéresse. Et après, on lui envoie une liste de personnes à libérer. On lui dit si tu ne les libères pas à telle date, on va faire des attentats. Et effectivement, à la date du deadline, ils ont commencé à faire des attentats. C'est-à-dire comment on peut comprendre que des gens disent que eux, c'est le Mali qui les intéresse. Ils vont s'installer sur un autre territoire et sur cet autre territoire, ils font des attentats. Et le Burkina est en partie dans cette situation. Parce qu'à part un petit mouvement, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler dans cette zone nord, dont le leader d'ailleurs a été tué, on ne connaît pas au Burkina un mouvement en tant que tel qui se réclame de cette tendance et qui disent que lui, il veut le pouvoir au Burkina, voilà son projet de société, voilà son leader, on ne le voit pas. Mais malheureusement, le Burkina est en train de payer le prix de la situation qui se trouve au Mali, qui se trouve au Niger, parce que le Burkina partage une frontière avec ces deux pays-là. Et ça commence à dépasser les limites, s'il faut le dire ainsi. Bien sûr, il y a l'autre aspect qui fait que quand quelqu'un envoie des troupes pour les combattre, il considère automatiquement ce pays comme un ennemi. Et effectivement, le Burkina a des troupes qui combattent au niveau du Mali contre le terrorisme. Mais on se pose encore des questions. Si le Burkina, parce que pendant la dernière campagne électorale, il a été beaucoup question de discuter avec ces groupes. Si le Burkina a décidé aujourd'hui de discuter, le Burkina discutera avec qui? Le Burkina ne va pas discuter avec des groupes terroristes à caractère international, puisque ce n'est pas des Burkinabés. Si c'était des Burkinabés, ils peuvent s'asseoir avec des Burkinabés, et si on s'assoit avec des Burkinabés, c'est pour parler du Burkina. Mais vous allez discuter avec des gens du Mali qui vont vous dire oui, il faut qu'on libère des gens qui sont au Niger, il faut qu'on libère des gens qui sont au Mali. Comment le Burkina va libérer des prisons qui sont au Niger, des prisonniers qui sont au Niger et qui sont au Mali? Donc il y a une grosse équation qui est là pour le Burkina qu'on ne comprend pas trop parce qu'il n'y a pas encore une structure qui est là qu'on puisse dire voilà ce groupe armé sur le sol burkinabé composé par des Burkinabés et voilà la revendication de ce groupe-là. Alors, que font les militaires depuis que cette attaque a été perpétrée? Malheureusement, ils sont allés occuper l'espace, mais au moment où il n'y a plus personne, quand vous regardez les télévisions du Burkina, vous les voyez circuler dans une zone où de temps en temps, vous voyez un mouton, une chèvre. Mais les personnes sont parties. Puisque, il ne faut pas qu'on oublie que quand on tue 160 personnes, la façon atroce dont on tue les gens, les maisons des gens qu'on brûle inutilement, les biens des gens qu'on pille. Quand ces gens-là font partie de ceux qui n'ont pas été tués, ces rescapés-là ne vont pas pleurer leur mort seulement, mais vous avez des gens qui vont être extrêmement perturbés sur le plan psychique. Et le plus souvent, la zone devient un problème pour ces personnes. Le premier réflexe, même s'il faut aller totalement à l'aventure, aller s'installer quelque part où on n'a absolument rien, c'est la première chose que la personne fait en espérant que là où je vais m'installer, il y aura la quiétude. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Parce que parmi les personnes qui ont été tuées, il y a des gens qui sont venus là-bas pour chercher la quiétude, qui avaient quitté des zones où ces mêmes groupes armés avaient attaqué les populations et qui croyaient trouver cette sérénité ici. Et les voilà encore aujourd'hui victimes de ces mêmes groupes qui leur avaient fait quitter leur zone d'origine. Est-ce qu'il faut craindre des attaques de ce genre aussi meurtrières? Il faut le craindre parce que nous n'avons pas les moyens, à travers nos forces de défense et de sécurité, de protéger l'intégralité de notre territoire.
nous n'avons même pas le moyen en termes de renseignement. Parce que c'est la même chose, on dit encore que c'est un ensemble, c'est des dizaines de motos qui sont venus. Ça veut dire que nous n'avons même pas la possibilité de pouvoir voir ces personnes qui se déplacent en moto. Le plus incompréhensible, cette zone est sous couvre-feu. C'est-à-dire, à cette heure-là, aucune personne ne devait être dans la rue. Mais quand il y a un couvre-feu qui est installé, il n'y a pas de force de défense et de sécurité pour surveiller le couvre-feu, mais on voit ce que ça fait. Les gens en profitent pour se déplacer pendant que tout le monde est à la maison. Et on a vu ce que ça a donné comme résultat, puisqu'ils rentraient de maison à maison pour tuer pratiquement les gens. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et puis on sera de retour dans quelques moments pour recevoir l'invité de ce soir. Il s'agira de Louis Magloire Kemayo qui va se prononcer sur l'actualité malienne.